rapidement. Je suis professeur émérite à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Il y a deux parties dans mes recherches. D'abord en mathématiques. Dans mon agrégation, j'ai passé une thèse de maths. Puis après, une autre thèse en sciences de l'éducation. Le travail que je fais concerne bien sûr l'évaluation, mais enfin, si je devais mettre des mots-clés, c'est pas le mot évaluation qui viendrait en premier, c'est plutôt lutte contre une certaine souffrance des élèves, une injustice qu'il y a entre les élèves de milieux favorisés et défavorisés, et il sera question aussi d'évaluation. Le MCLCM, c'est le mouvement contre la constante macabre, une association qui a été créée après la sortie de mon premier livre, qui s'appelle précisément La constante macabre, en 2003, et le groupe EPCC DGESCO, qui est fortement soutenu par le ministère. Florence Robin, si elle était là, je la remercierai publiquement, j'aurai peut-être l'occasion cet après-midi, qui nous a beaucoup aidés pour lancer ce mouvement. Et maintenant, Jean-Michel Blanquer prend la suite. Ah, on m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Ah. Alors, constante macabre, avant de parler de la constante macabre, je vais reprendre le titre de la conférence, évaluation bienveillante et exigeante. Parce qu'on avait une réunion du groupe EPCC DGESCO, lycée Henri IV, il y a 10 jours, et je devais faire un exposé précisément sur bienveillance et exigence. Alors d'abord, je lui dis, je ne veux pas trop savoir quoi dire, c'est vite dit, il faut être à la fois bienveillant et exigeant. Et puis j'ai essayé de chercher un peu plus dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire bienveillant, qu'est-ce que ça veut dire exigeant. Alors ça part un peu dans tous les sens. Alors évaluation bienveillante et exigeante, on l'a tous entendu très souvent. Et puis finalement, j'ai rien trouvé de mieux, quand je préparais cet exposé, que de définir de manière un peu bizarre le mot bienveillant. J'ai dit, après tout, c'est une pseudo-définition. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ne pas être malveillant? Bienveillant, c'est ne pas être malveillant. Déjà, c'est déjà ça comme définition. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais enfin. Et du même coup, la question que je me suis posée, c'est une question très surprenante. Est-ce que finalement, notre école ne serait pas inconsciemment malveillante? Donc ça surprend parce que pourquoi insiste-t-on sur une évaluation bienveillante? Est-ce que c'est pas normal que dans l'enseignement, on soit bienveillant avec les élèves, c'est-à-dire qu'on les traite bien, qu'on ne les humilie pas, qu'on ne leur mette pas des mauvaises notes non justifiées, qu'on les encourage? Est-ce que ce serait normal qu'on fasse ça? Et donc en définitive, et ça a été un petit choc pour moi, si on insiste tellement sur cette notion de bienveillance, c'est que les choses ne vont pas très bien. Sinon on n'aurait pas besoin d'insister. Je ne sais pas si je suis clair. Ce serait normal, on devrait être bienveillant avec des jeunes qui sont là en face de nous, on est là pour leur apprendre des choses, etc. Et puis finalement, cet exposé, je croyais avoir que 3 minutes pour en parler. Je ne veux pas le faire ici, complètement. Bienveillance et exigence. Mais enfin, je reprends ce que je disais, une pseudo-définition, ne pas être malveillant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de malveillant dans notre... J'ai fait un inventaire, qu'est-ce qui peut être malveillant? Et j'insiste sur le mot inconscient. C'est inconscient, on ne se rend pas compte, mais on peut être malveillant avec des élèves, pas seulement dans le domaine de l'évaluation. Dans un de mes livres, j'appelle ça le poids des mots. Souvent, on parle à un élève, on ne se rend pas compte, on ne veut pas, absolument pas le blesser, mais on ne se rend pas compte que chaque mot qu'on emploie peut être ressenti de manière très particulière par un élève, parce qu'on est dans une situation hiérarchique indiscutable. Le professeur, l'élève,
Et parfois on parle sans barrière, comme j'en parlais à un copain, et ça peut blesser, j'ai plein d'expériences dans ce domaine. Pour en revenir à l'évaluation, alors si on fait un inventaire de ce qui peut être malveillant dans l'évaluation, eh bien, il y a effectivement la constante macabre, très clairement. La constante macabre, alors c'est quoi? Imaginons un professeur excellent avec des élèves excellents. Toutes les notes devraient être bonnes. Eh bien, en France, si elles le sont, ça paraît bizarre. Le prof est suspecté de laxisme. En d'autres termes, alors bien sûr, vous devez vous dire que c'est le voyage de Toulouse à Metz qui m'a fatigué, qui me fait dire de telles choses. Malheureusement, ce phénomène que je décris là, constante macabre, vous avez compris ce que c'est ce pourcentage de mauvaises notes, enfin d'échecs qu'il doit y avoir dans toute évaluation pour qu'elle paraisse crédible. Ça semble un peu une idée farfelue, peut-être une question de fatigue, l'avion, le train, etc. Malheureusement, c'est reconnu actuellement en France par pratiquement tous les partenaires de notre système éducatif, et encore dernièrement, par exemple Michel Blanquer, qui nous a fait le grand plaisir et l'honneur de faire une conférence d'1h30 à notre colloque, le 13 novembre, où il a manifesté un soutien total. Il manifeste d'ailleurs depuis le début de notre combat pour notre mouvement. Il a bien dit, c'est reconnu, ce phénomène que je décris, que je vous présente, la constante macabre, pas pratiquement, je le répète, tous les partenaires du système éducatif, mais par les enseignants eux-mêmes. Après mes conférences, j'ai fait une enquête auprès de 3020 enseignants, après mes explications, je dis bien. Question posée, est-ce que la constante macabre existe? Il n'y a que 1% d'enseignants en France qui disent non. 3% je ne sais pas, 96% disent oui. En d'autres termes, il y a des exceptions, je vais en parler. En d'autres termes, dans notre pays, il y a des élèves, parce que c'est un phénomène très grave, c'est pour ça qu'il attend d'impact et qu'il attend de soutien au plus haut niveau de notre ministère. Ça veut dire qu'il y a des élèves qui sont en échec injustement. C'est pour ça que je reprends le mot injuste. Ils sont en échec tout simplement parce qu'ils font partie, j'allais dire, du mauvais paquet, entre guillemets, du mauvais paquet d'une classe. Il faut qu'il y ait des échecs, alors ils se retrouvent en échec. Alors, quelques précisions. La constante macabre et les 3/3. Souvent, les médias, voulant certainement me faire plaisir, me présentent comme le chercheur qui aurait fait une incroyable découverte. Quand on a une répartition de notes, on doit toujours retrouver cette tendance, les 3/3, les bons, les moyens, les mauvais. C'est gentil de la part des médias, mais c'est pas de moi ça. On a trouvé ça depuis bien longtemps. Quelques décennies, pour ne pas dire peut-être quelques siècles. Moi-même, pendant 20 ans, au début de ma carrière, j'enseignais avec ce schéma dans ma cervelle. Quand il y avait une répartition de notes, il fallait toujours qu'il y ait les bons, les moyens, les mauvais, pendant 20 ans. Mais ce qui est de moi, par contre, ça ne date pas d'hier, c'est en 1988. C'est alors que j'animais beaucoup de stages pour lutter contre l'échec scolaire. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était aberrant. C'est-à-dire que tant qu'on avait ce schéma en tête, on pouvait faire n'importe quoi, il y aurait toujours de l'échec. Ça paraît évident. Il faut se méfier des choses qui paraissent évidentes quand on met le doigt dessus.
Ça, c'est de moi. C'est-à-dire, je me dis, mais c'est pas la peine, tant qu'on est certain qu'il faut qu'il y ait ces 3 tiers, on pourra faire tout ce qu'on voudra, il y aura toujours de l'échec dans notre système scolaire. Alors, pour illustrer mon propos, avoir la moyenne. En fait, s'il y en a qui sont intéressés par la psychologie, on pourrait faire des thèses intéressantes sur l'inconscient. Comment inconsciemment on peut faire des choses stupides, grotesques, sans s'en rendre compte. Avoir la moyenne. Si on me demandait quelle est à mon avis l'expression la plus stupide dans notre système éducatif, sans hésitation, je dirais avoir la moyenne. Plus précisément, pendant 20 ans, à l'université Paul Sabatier, où j'enseigne les maths, donc j'enseignais les maths à l'époque et encore maintenant, j'étais persuadé qu'un bon sujet d'examen que je posais devait donner lieu à une moyenne de 10 sur 20. J'avais un tempérament un peu généreux, 10,1, 10,2. En fait, il ne fallait pas que j'approche des 11, on me regardait de travers. Alors, je ne sais pas si vous réalisez ce que signifie ça, ce schéma. Et en plus, je me suis toujours intéressé, ce n'est pas le cas forcément de tous les enseignants universitaires qui font passer souvent leurs recherches avant l'enseignement. Ça n'a jamais été mon cas. Je me suis toujours intéressé à mes étudiants, à l'enseignement. Ben, j'étais persuadé que ma mission était remplie si j'avais dans mes contrôles une moyenne de 10 sur 20. Ça veut dire quoi 10 sur 20? Avec une répartition à peu près régulière des notes, environ la moitié des élèves avec plus de 10, et la moitié avec moins, donc un échec. Mais moi qui ai toujours adoré mon métier, j'étais persuadé finalement que ma mission était remplie si quoi que les élèves puissent faire, quel que soit leur travail, quelles que soient mes qualités pédagogiques, tous les quels que soient que vous voulez, un élève sur 2 est en moyenne. Si vous arrivez à trouver quelque chose de plus stupide que ça. Alors qu'on est là pour former les jeunes, les mettre en confiance, les faire progresser. Dans les classes de très bon niveau, lorsque j'effectuais mes enquêtes, on m'a souvent dit, si les élèves étaient bons, il n'y aurait pas de constante macabre. Alors parlons-en des classes de très bon niveau. On dit aussi le niveau baisse, je ne sais pas si vous le savez, Cicéron le disait déjà, le niveau baisse, depuis Cicéron ça baisse, je ne sais pas ce que ça va baisser. Une petite parenthèse, là je n'ai pas le temps de trop approfondir, on remet en question dans notre mouvement l'évaluation des élèves, mais certainement pas notre système éducatif. Là on en rajoute un petit peu, le niveau qui baisse, les enquêtes internationales, auxquelles je crois très modérément. Très clair, hein. Je me défoule un peu, les enquêtes internationales. Dès qu'il s'agit de programmes scolaires, j'y crois pas. S'il y avait le temps, je le préciserai, par exemple en mathématiques, ce qui se passe, etc. Mais j'y crois quand on parle par exemple du bien-être des élèves. Oui, dès qu'il est question de programmes scolaires, j'y crois moyennement. Dans les classes de très bon niveau, on pourrait se dire que là, il n'y a pas de consentement, car alors parlons-en. Alors, je donne l'exemple. Ça s'appelle la didactique de la chair dans mes livres. La didactique de la chair, c'est ce que l'on apprend par l'intermédiaire de ses enfants. Plus précisément, on est professeur, on est parent d'élèves, on suit la scolarité de ses enfants, il arrive un moment où ils ont des problèmes. On apprend plein de choses. C'est plus efficace que n'importe quelle tâche de pédagogie au monde. Un exemple, ma grande fille, il y a 20 ans, 25 ans, elle était en prépa HEC, d'études commerciales, classe de très bon niveau. Elle avait une très belle mention au bac, elle a fait de belles études. Un mois après la rentrée, elle arrive, elle dit papa, je me souviens comme si c'était hier, on m'a rendu un devoir de philo, comme était eu ma fille, 1,5. Elle me rassure tout de suite, elle me dit c'est pas grave, papa. Elle dit ça c'est pas grave, non c'est pas grave. On est 17 à avoir eu 1,5. Bon, alors je lui dis mais quelle est la meilleure note?
Elle me dit 7 sur 20. Bon, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit ce que je pensais du collègue en utilisant un vocabulaire que je n'osais pas utiliser ici, dans le collègue. La vie est faite de coïncidences, on est vraiment une savoureuse. Quelques jours après, je préparais un sujet d'examen avec mon collègue et ami, professeur Méric, il est plus de ce monde, j'en profite chaque fois pour lui rendre hommage. Les psychiatres vous l'expliqueront mieux que moi, quand il arrive des coups comme ça, ils conseillent, c'est eux les psychiatres qui lui disent il faut évacuer. Ça n'avait rien à voir avec le sujet qu'on préparait, mais j'ai raconté ce qui est arrivé à ma fille. Alors il me dit qu'est-ce que tu dis? Ça fait 3 fois que je le répète, 17, j'ai eu 1,5. Il me dit mais si ta fille a eu 1,5, c'est bien. Comment ça c'est bien? Oui, parce que mon fils, alors son fils. Vous savez, dans les lycées de centre-ville, il y a une hiérarchie entre les établissements, vous savez. Vous savez aussi que c'est basé sur du vent. On sélectionne à l'entrée pour avoir des bons résultats à la sortie, mais tout le monde fait semblant d'y croire. À part s'il y en a qui connaissent Toulouse parmi vous, ma fille était en prépa HEC au lycée Ozen. Son fils avait fait prépa HEC au lycée. Ah, il y en a qui connaissent, ça va. Au lycée Fermat. Et quand il me parlait de son fils était entré à l'école HEC dans les premiers, une grosse tête. Il dit, mon fils, quand il était en prépa HEC, au lycée Fermat, en philo, pendant 6 mois, il a eu des notes négatives. Alors, quand il m'a dit ça, d'abord, ça m'a surpris. Je défends un peu les maths, parce qu'on a tendance à nous taper dessus. Là. En maths, j'avais jamais vu ça. Des notes négatives. Il me dit, ouais, ça existe. Je ne savais pas que ça existait. Alors, j'ai fait une petite enquête et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça existait. Dans le tout Paris, il y a normal sup, il y a des notes négatives. Dans le cadre de cette enquête, je m'en souviens encore parce que ça m'avait marqué. J'avais questionné mon collègue et ami Jean Dombre. C'est un grand historien des mathématiques, internationalement connu. Il me dit, oh, ouais, je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Il me dit, moi je m'en souviens encore, quand il avait 20 ans, j'étudiais les langues orientales. J'avais moins 50, les grands froids. Et il termine en disant, d'ailleurs à la fin, j'étais assez content, il me dit, pourquoi? Il me dit, parce que j'avais 0. Bon, ben, vaut mieux rigoler un petit peu, ça fait du bien. Mais d'ailleurs, pour ceux qui auraient des doutes, vous savez ce qui se passe encore maintenant dans les classes prépa. J'en suis toujours aux classes de très bon niveau. On casse. Et l'agrégation. Grand concours de l'État français dans la culture diffuse dans le monde entier. Vous savez combien de reçus à l'agrégation? Non, mais ça va pas. 6, 7. Et ça fait plusieurs fois dans des conférences. On me reprend, on me dit non, des fois c'est plus bas, c'est 4, 5. Alors là, je vous dis clairement qu'il y a une approche psychiatrique. Et qu'est-ce que ça veut dire recevoir quelqu'un à l'agrégation avec, je prends 7, je ne prends même pas 4, parce que disons que c'est exceptionnel, mais 7 c'est fréquent, avec 7 sur 20, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les classes préparatoires, il y en a qui ont un argument. Il vaut ce qu'il vaut. C'est ce que j'appelle la méthode du coup de pied aux fesses. On va leur mettre des mauvaises notes, ça va les faire travailler. Vous savez comment que n'importe quel chercheur, sous, drogué, fatigué, qui fait une mini-enquête, vous dira que c'est faux, ça marche 1 fois sur 10. 9 fois sur 10, ça décourage, vous le savez bien ça. Mais l'agrégation, quand je dis qu'il y a une approche psychiatrique, il n'y a rien après. On ne peut pas dire que ça va les faire travailler, ça finit. Et alors, je vous dis, j'ai dû faire des conférences devant des dizaines de milliers de profs. J'exagère pas, on y arrive vite, des fois il y en a 500, mon record c'est 2500. Mais on arrive vite, hein, dizaines de milliers, je crois. Pas une fois, quelqu'un m'a répondu. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir quelqu'un à ce niveau avec 7 sur 20? On ne m'a pas répondu. Si quelqu'un avait des réponses, là, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais un élément. Parce qu'en plus, tout le monde connaît la définition du mot concours. On sait ce que ça veut dire un concours. On prend les premiers. Ça veut dire qu'on peut caler à un concours avec 15 sur 20. Tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Donc à quoi ça sert ça? Voilà, c'est un peu le mal français. Alors on pourrait croire que ce qui compte, c'est la place et pas la note, mais on se trompe. Parce que quand on fait ça, et ça je l'ai fait, j'ai fait une mini-enquête à Supaéro, c'est une école d'ingénieurs de Toulouse, où j'enseigne depuis les maths, depuis bien longtemps,
il faut toujours aller chercher des retours auprès des étudiants. On s'imagine que c'est pareil, que ce qui compte, c'est uniquement la place. Pas du tout. Un élève qui a 7, en classe prépa, je parle des classes prépa, qu'est-ce qu'il se dit? Ben, qu'il est meilleur que les autres, je devrais dire moins mauvais. Mais il se dit aussi que cette matière, c'est pas fait pour lui, c'est pas tout à fait, ça décourage, il y a une perte de confiance. Ça conduit à une perte de confiance en soi des élèves français. C'est un phénomène qui a été étudié particulièrement par le recteur Philippe Joutard, qui est le vice-président de notre mouvement, en comparant ce qui se passait, par exemple, aux États-Unis et en France, les États-Unis qui ne sont pas parfaits, hein, par ailleurs. En fait, dans ce domaine de la confiance en soi, il y a une différence sensible. Alors, des interprétations rapides, entre guillemets, on pourrait dire que ce phénomène ne concerne que les maths. Quand je dis rapide, des guillemets, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui souvent n'ont rien lu de ce que j'ai écrit, ne m'ont jamais écouté. Alors on balance. Alors en maths, c'est vrai que c'est pas vrai qu'en maths. Vous savez comme moi, qu'un professeur de français, même lorsqu'il est très croyant, ne mettrait pas vrai à Dieu à une dissertation. Vous le savez bien, ça. Ce sujet, moi j'ai un cousin qui est professeur de lettres classiques dans un grand lycée parisien. On discutait de ça. On passe nos vacances d'été ensemble, il y a 2 ans. Alors certains doivent me plaindre, doivent se dire le malheureux, même pendant les vacances. Il parle de sa conscience macabre, rassurez-vous, prenez l'apéro, c'est sur la Costa Brava. Et dans la discussion, il me dit, tu fais Dédé, parce qu'on m'appelle Dédé dans la famille, il me dit, tu fais Dédé, tu exagères. Moi, quand je tombe sur une très bonne dissertation, je n'hésite pas à mettre une excellente note. Il me dit combien? Il me dit 13, 14. Bon. Donc la conscience macabre, soyons sérieux, elle n'existe pas qu'en maths, elle existe dans d'autres matières. Suppression des notes. J'insiste beaucoup sur ce point parce que je ne sais pas pourquoi ça plaît. Là j'ai des anecdotes, j'en laisse plein de côté, des petites sketchs, je n'ai pas le temps. Mais je ne sais pas, ça plaît aux médias. Encore il n'y a pas longtemps, on parlait notes ou pas notes. Et là je crois que la position de Najat Vallaud-Belkacem, qui a pris en compte la position de notre mouvement, je le dis très clairement, j'étais en contact avec son cabinet, on avait fait un communiqué commun avec la FSU sur ce sujet, et la position qu'elle a prise à la fin de son mandat, et qui est prise maintenant par Jean-Michel Blanquer, je la trouve très bien, très raisonnable. Il faut être très clair là-dessus. Le malaise dans l'évaluation, ce n'est pas un problème de notation. C'est un problème, malheureusement pour la France, bien plus profond de culture de l'évaluation. C'est-à-dire on ne mettrait ni notes, ni lettres, ni smiley, ni feu rouge, ni feu vert. On ne mettrait que des appréciations. Avec la mentalité actuelle, on s'arrangerait toujours pour avoir un certain pourcentage de mauvaises appréciations pour que ça paraisse crédible. Donc là, je crois que la position actuelle est satisfaisante. On peut évaluer par compétence, on peut évaluer en mettant des notes, on peut faire les deux. Arrêtons de se focaliser sur suppression des notes. Le phénomène de conscience macabre ne sera pas supprimé en supprimant les notes, etc. Il est plus profond que ça, c'est un problème de mentalité. Laxisme, je sorte quelques trucs parce que pas tant. C'est la seule interprétation que, là je me mettrai un peu en colère, je dis avec force que dans notre mouvement, d'abord à titre personnel, je suis tout sauf laxiste, ceux qui me connaissent le savent, et c'est le cas, je peux parler au nom de toutes les personnes du groupe. Il y a plusieurs inspecteurs généraux, une vingtaine d'inspecteurs qui sont dans notre groupe. On travaille sur ce thème justement, on est tous sauf laxistes. Donc je peux parler au nom de tout le groupe. Mettre une bonne note à un élève qui ne la mérite pas, c'est lui rendre un mauvais service. Que ce soit très clair. C'est pour ça même le mot évaluation bienveillante,
là aussi, je crois que le ministère avait tenu compte de notre position. Ça ne m'a jamais plu. Parce que bienveillant, si on n'ajoute pas quelque chose, ou bien il faut ajouter mais non laxiste, ou bien il faut ajouter exigeante. Alors là, ça devient raisonnable, parce que bienveillant, ça peut être mal interprété. Il faut encourager les élèves, un élève qui rentre, qui ne fait pas de bruit, qui s'assoit, qui sourit en regardant le prof, il y a déjà 10. Bienveillant, ça peut être interprété de manière excessive. Conséquence de la constante macabre, pour reprendre le titre qui était à la une du journal Le Monde, m'avait interviewé. Alors, effectivement, je l'avais dit dans l'entretien, mais le rédacteur en chef avait cru bon de le mettre en haut. Ça pourrit un peu notre système éducatif qui, par ailleurs, a des qualités indiscutables. Alors, il a 10 conséquences. Lutte contre l'échec scolaire, on peut faire tout ce qu'on voudra, on ne pourra pas le supprimer tant qu'il y aura cette constante macabre. Perte de motivation, passer à la suite, parce qu'il n'est pas temps de les voir tous. Mal-être, stress, violence du système scolaire, inflation des cours particuliers. Juste un petit point là peut-être, qui me semble important. Je n'ai pas le temps de les voir tous, mais par exemple, l'inflation des cours particuliers, on peut se demander pourquoi, dans notre pays, il y a tant de cours particuliers. Vous n'avez pas posé la question. C'est aberrant. Si c'était des extraterrestres qui les donnaient, on pourrait comprendre. C'est les profs qui les donnent, etc. Eh bien, c'est très sournois. C'est une conséquence de la constante macabre. Plus précisément, en situation de concours, est-ce que les cours particuliers, on peut considérer que c'est utile? Oui, parce que qui dit concours dit il ne suffit pas de connaître les compétences ou les connaissances exigibles, il faut être meilleur que les autres. Donc tous les moyens sont bons. Pourquoi retrouve-t-on cette situation alors qu'il n'y a pas de concours officiellement? Mais en réalité, il y en a un, mais c'est écrit nulle part. Parce que tout le monde sait bien, que ce soit les élèves, les profs, leurs parents, que quoi que les élèves puissent faire, il y aura un pourcentage d'échecs. Quoi que les élèves. C'est tout le monde a ce schéma en tête. Donc tout se passe comme s'il y avait un concours déguisé. Et c'est pour ça qu'il y a certaines classes où pratiquement tous les élèves prennent des cours particuliers. J'exagère quand je dis tous, sauf 3 ou 4. Ce sont les enfants d'enseignants qui les ont gratuitement. Moi, je reconnais que j'ai toujours aidé mes enfants, etc. Donc ça, c'est un point quand même important, parce que c'est une spécificité de notre système éducatif, cette inflation des cours particuliers. Il n'y aurait aucune raison qu'il y ait tant de cours particuliers s'il n'y avait pas ce phénomène sournois. Si lors d'une évaluation, on explicitait clairement ce qu'il faut travailler, ce qu'il faut savoir faire, on n'aurait pas du tout besoin de tant de cours particuliers. Je passe à la suite. Alors, un phénomène, c'est peut-être le transparent le plus important pour des enseignants. Pourquoi ce phénomène est-il inconscient? Je vais insister que sur le point qui me semble essentiel. C'est la confusion, il y en a 3. Pas le temps de les voir les 3. Le plus important, c'est la confusion entre phase d'évaluation et phase d'apprentissage. Plus précisément, en phase d'apprentissage, quand un professeur présente une nouvelle leçon à ses élèves, est-ce que tous les élèves comprennent à la même vitesse? Ben évidemment non. Il y en a qui comprennent très vite, d'autres moyennement, d'autres pas du tout. C'est-à-dire que les fameux 3 tiers, on peut se demander d'où sortent ces 3 tiers.
bien en phase d'apprentissage, en termes de vitesse d'acquisition d'une notion, ils y sont. Tous les élèves ne comprennent pas à la même vitesse. Et moi, je suis convaincu, et pas que moi, que c'est ce schéma qu'on a voulu retrouver en phase d'évaluation, alors que ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'en phase d'évaluation, si la règle du jeu est annoncée clairement, sans piège, inconscient, hein, c'est le mot qui reviendra souvent, il n'y a aucune raison pour qu'un élève qui n'a pas tout compris en phase d'apprentissage ne s'en sorte pas le jour de l'évaluation. Il pourrait travailler tranquillement et essayer de rattraper son retard. En d'autres termes, les 3 tiers, pour moi la raison essentielle, hein, d'où sortent ces 3 tiers? Eh bien, ils correspondent à une certaine réalité en phase d'apprentissage, en termes de vitesse d'acquisition d'une notion, et on fait en sorte, inconsciemment, de retrouver ce schéma, alors que ça n'a rien à voir, phase d'évaluation. Je dis bien, un élève pourrait ne pas avoir compris en phase d'apprentissage, et par son travail, s'en sortir le jour de l'évaluation si on ne le piégeait pas involontairement.